À lui seul, ce cartel exporte la moitié de la drogue en circulation aux États-Unis. Son fondateur, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, a été arrêté et extradé en 2016. Il attend son procès sur le sol américain. Malgré la chute du parrain, les affaires prospèrent à Culiacán, la capitale du cartel, située au nord-ouest du Mexique. 1 million d'habitants seraient sous l'emprise des narcos, de la population civile aux autorités locales. Seule l'armée, envoyée par le gouvernement fédéral pour tenter de rétablir l'ordre, résisterait encore à la loi du cartel. Notre tournage a été autorisé à des conditions très strictes. Filmez pas maintenant. Des rendez-vous à la dernière minute sur des parkings, avant d'être conduits dans des planques. Vas-y, ouvre ton sac. Nous sommes systématiquement fouillés. Ça, ce sont les micros de la caméra. Faut qu'on fasse vite, il n'y a pas beaucoup de temps. Les narcos veulent nous montrer qu'ils sont les maîtres de la ville, sinon du pays tout entier. Un petit lieutenant de 20 ans a été désigné pour nous servir de guide. C'est un sicario, un tueur à gages. Nous l'appellerons Padrino. Vous êtes tout le temps armé? Ouais, tout le temps. Avec un chargeur toujours plein, c'est une question de sécurité. Sa mission, c'est d'abord de défendre son patron en cas d'opération militaire, mais aussi de sécuriser les labos et les planques, grâce à un réseau d'informateurs très organisé. Là, je fais la tournée des indices. J'essaye de voir quelles infos ils ont. Faut que je vérifie qu'ils sont bien à leur poste. Faut les surveiller. Le cartel a posté des indices à presque tous les carrefours de la ville. Tout va bien, mec? Tout va bien. T'as rien vu? Ok, reste sur tes gardes. Certains indices, comme ce garçon, sont mineurs, rémunérés 400 € par mois, l'équivalent du salaire moyen au Mexique. D'autres sont des commerçants insoupçonnables. Ça va, tout est tranquille? Ça va, rien à signaler. C'est quoi votre travail? Si les militaires passent ici, j'informe le patron pour qu'il se protège. Et on surveille ici 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Allez, faut qu'on y aille, salut. On ne peut pas rester trop longtemps avec les indices, sinon les gens du quartier vont les repérer. Des indices, on en a environ 7000. C'est le bas de l'échelle, mais ils sont un élément clé de l'organisation. C'est eux qui nous renseignent. Pour chaque voiture qu'un indice manque de nous signaler, le tarif, c'est 10 coups de matraque. Padrino a été recruté à l'âge de 17 ans, alors qu'il était laveur de voitures. Le cartel lui a donné une arme et un salaire de 1 200 € par mois. En échange, il a juré fidélité aux narcotrafiquants qu'il emploie. Le patron me demande. Faut que je vous laisse. Je vous dépose à votre voiture. C'est son patron, un chef de secteur, qui a autorisé notre tournage. Allez, tirez-vous vite. Nous ne connaîtrons ni son identité, ni son visage. Quelques heures plus tard, on nous rappelle pour nous conduire dans une planque. Comme souvent, nous ne savons rien de ce qui s'y passe avant d'être sur place. Qu'est-ce que vous faites ici? Ici, on a un mec qu'on vient d'enlever. Il est enfermé dans la chambre. Apparemment, il est accusé de vol. Et le patron nous a demandé d'aller le chercher tout à l'heure. La scène est glaçante.
Réveille-toi, mec. Tu vas parler oui ou non? Cet homme est accusé de vol par un habitant du quartier qui l'a dénoncé au cartel. Tu vas voir. Tu vas te mettre à table quand le patron va arriver. Tu veux que je te brûle la cervelle direct ou quoi? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous essayons d'intervenir. Pas de violence, s'il vous plaît. T'as vu? Il veut rien dire. Les narcos terrorisent la population pour imposer leurs lois. Nous demandons aux prisonniers s'ils souhaitent s'exprimer. Bonjour monsieur, je suis journaliste français. Puis-je vous poser une question, s'il vous plaît? Et on te parle. Ils disent que j'ai volé des voitures, mais je n'ai rien volé. Je leur ai dit. Je n'ai même pas de voiture, moi. Qu'ils me laissent partir, je n'en peux plus d'être ici. Mais c'est pas le travail de la police d'arrêter les voleurs? Non, c'est nous qui faisons régner l'ordre. La police, elle fait rien. C'est nous qui faisons la loi ici. Impossible pour nous d'alerter les autorités sans devenir une cible nous-mêmes. Nous découvrons la loi de la terreur. Ah, arrêtez de filmer là, il y a le patron qui arrive. Vous pouvez pas le croiser. Vous n'avez pas le droit de le connaître. Mais vous avez pas l'impression d'abuser de votre pouvoir, là? Mais de quel abus de pouvoir tu parles? On élimine la vermine qui fout la merde. Qu'est-ce que vous allez faire de cet homme? Ah, si le patron me dit de le tuer, je le tuerai. Pour un simple vol de voiture? Ouais, pour un vol. On ne veut pas de vermine ici. Bon, allez, arrêtez de filmer là. Si vous êtes encore là quand le patron arrive, on va tous se faire tabasser. À plusieurs reprises, nous insisterons auprès de nos contacts pour tenter de faire libérer cet homme. Aujourd'hui encore, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. L'an dernier, les narcos ont tué 25 000 personnes au Mexique. Rien qu'à Culiacán, on compte au moins 3 meurtres par jour. 17h30, la routine sanglante commence. Devant un restaurant du centre-ville, un homme de 45 ans a reçu 6 balles. Minuit. Un homme de 35 ans a été abattu par un motard dans un quartier résidentiel. Comme toujours dans le voisinage, la loi du silence. Moi, je n'ai rien vu, mon ami. T'as qu'à demander aux autres. Et vous, madame, vous avez vu quelque chose? Non, j'ai rien vu. Les gens ne parlent pas. Les tueurs sont peut-être encore ici. Vous pensez qu'ils surveillent? Bah, de toute façon, il y a des indices partout. 8h30, le lendemain matin. Cette femme a vu son fils se faire assassiner sous ses yeux. Ils prenaient leur petit déjeuner quand 2 hommes ont fait irruption et tiré à 25 reprises. La sœur de la victime sait déjà que l'enquête de police ne permettra pas de retrouver les auteurs de ce crime. Vous connaîtrez la vérité un jour? Non. De toute façon, si on essaye d'en savoir trop, on va avoir plus de problèmes encore. Les gens qui obtiennent justice sont très rares. Mais c'est comme ça. On est habitué à vivre comme ça ici. Il n'y a rien à faire. Dans le Sinaloa, 97% des meurtres ne sont jamais élucidés. Nos demandes d'interview avec le directeur de la police municipale sont restées lettres mortes. Mais avec l'autorisation du cartel, un sous-officier a accepté de nous détailler un système de corruption, selon lui généralisé. Sécurité publique municipale, premier brigadier, 15 ans d'ancienneté. Pourquoi j'ai accepté de travailler pour les narcos? Parce que si tu refuses, ils menacent ta famille. Ta femme, tes enfants, ton père, ta mère.
Et toi, tu prends une balle dans la tête. C'est pour ça que je participe. On ne peut pas les provoquer. Ce qu'on fait, c'est qu'on protège notre famille. Et quand tu tombes dans le narco, t'es à leur merci. Quel que soit le boulot qu'on te demande, t'es obligé de le faire. Quel genre de travail les narcos vous demandent? Par exemple, quand il y a un barrage de police, on appelle les narcos pour leur dire où ils se situent, pour qu'ils ne tombent pas sur ce barrage. Ou alors on déplace les effectifs, on ouvre la route pour qu'ils passent tranquillement. Je transporte des armes aussi, Quel genre d'armes? tout type d'armes de guerre. Des fusils M15, des Kalash, des mitrailleuses de 50, des grenades. À chaque service, j'ai un bonus de 50 €. Mais sinon, j'ai un salaire fixe, 2500 € par mois. Après, c'est facile, quand on te demande un travail, tu le fais. Même si les narcos ne te demandent rien de toute façon, t'es payé. Le brigadier gagne 4 fois plus d'argent avec la corruption qu'avec son salaire de policier. Des policiers propres, ça n'existe pas. C'est rarissime. 80% des effectifs sont corrompus jusqu'au haut commandement. À Culiacán, un policier qui refuse de travailler pour le cartel peut se faire kidnapper en plein jour, à son domicile. L'an dernier, 9 agents municipaux ont disparu. Parmi eux, le fils d'Isabelle, C'est mon trésor. le caporal Yosimar Garcia, enlevé il y a 1 an et 8 mois. Mon fils était ici dans la cuisine, en train de se préparer quelque chose à manger. Il était 18 h, il rentrait du travail. Il a entendu qu'on tapait à la porte et dans le salon, il y avait son frère. Il lui dit « Frangin, il y a des hommes armés et cagoulés à la porte ». Et là, on a entendu crier « Ouvre la porte, abruti !» Alors mon fils s'est approché, il a ouvert la porte et il a dit à son frère de ne pas bouger. Les inconnus sont entrés, ils lui ont baissé la tête, l'ont ligoté et l'ont emmené. Lorsqu'Isabelle s'est présentée au commissariat pour porter plainte, les supérieurs de son fils auraient tenté de la dissuader. Je me suis heurtée au chef de mon fils qui m'ont dit « Ne vous en mêlez pas, ne faites rien. Taisez-vous, c'est très dangereux de poser des questions. » Ils essayaient de m'intimider, eux, les policiers. Et je me suis rendu compte qu'ils n'avaient rien fait pour retrouver mon fils. Ils n'ont même pas bougé le petit doigt. Il est tellement beau, mon chéri. Il me manque tellement. Et je prends sur moi pour ne pas pleurer. Je ne veux pas qu'on me voit pleurer. Isabelle ne se fait plus d'illusions. Yosimar a été exécuté. Elle a décidé de retrouver le corps de son fils par ses propres moyens. Cette mère divorcée a créé un collectif de familles de disparus. On les appelle les mamans pisteuses. Par peur des représailles, certaines dissimulent leur visage. Somos rastreadoras, dispuestas siempre a luchar. Buscamos a nuestros hijos, señores, y nadie nos puede ayudar. Las madres aún lloran, señores, pero ahora en la lucha están. Chaque semaine, elles partent à la recherche des fosses clandestines du cartel. Elles les localisent grâce à des appels anonymes. 2 pelles et un pic pour l'équipe 1. En 6 mois, les mamans pisteuses ont retrouvé 15 cadavres. Elles commencent à connaître le mode opératoire des assassins. Ramène une autre pelle. La terre a été retournée. C'est une caractéristique d'une fosse clandestine.
Nous devons penser comme des délinquants, se mettre à leur place. Où est-ce qu'ils auraient pu l'enterrer? Par exemple, regarde cet arbre brûlé là-bas. Les tueurs allument souvent de grands feux pour brûler les corps avant de les enterrer. Elles les retrouvent à l'odeur. Ce morceau, il sent encore plus. On a tous pris des cours d'archéologie et de médecine légale pour connaître la caractéristique des restes humains. On sait distinguer l'odeur d'un cadavre calciné ou en putréfaction. Grâce aux tests ADN, elles parviennent parfois à faire identifier les corps pour les remettre à leur famille. Un jour, je le retrouverai, mon fils. Les mamans pisteuses sont parmi les seules dans le Sinaloa à oser s'élever publiquement contre la violence du cartel. Elles s'élèvent aussi contre l'institution judiciaire qu'elles estiment corrompue. Aujourd'hui, elles tentent un coup de force au tribunal de Culiacán pour que les enquêtes sur les disparitions soient enfin instruites. Tant qu'ils ne nous ouvrent pas la porte, on continue à crier. Les mamans finissent par forcer l'entrée du tribunal. Elles exigent une entrevue avec le procureur, mais c'est son assistant qui les reçoit sans notre caméra. Il est où, le procureur? Il est dans son bureau. Bon, on va aller au 5e dans son bureau, alors. Pas vrai, les filles? À force d'insister, elles obtiennent que les dossiers de leurs proches soient sortis des archives. On est en train de faire un point sur les dossiers personnels. Mais bon, ils ne font que lire les dossiers et c'est à nous qu'ils demandent d'apporter des preuves pour faire avancer leurs enquêtes. Ils n'ont rien fait. On est toutes très déçues. Il n'y a aucune avancée. Justice au point mort, police noyautée, les narcos se targuent même de contrôler les autorités politiques au plus haut niveau. Les patrons du cartel refusent de nous rencontrer, mais ils ont envoyé un émissaire, un chef de 57 ans, à la tête de 80 sicarios. Le message que nous souhaitons envoyer, c'est que le narcotrafic est plus puissant que le gouvernement. À tous les niveaux. On a plus d'argent, plus d'armes, plus de pouvoir. On a des gens à des postes stratégiques placés partout. Beaucoup de gens. Jusqu'au sommet du gouvernement. Pour $1 million, les élus sont enchantés. Ils nous mettent à disposition toute leur administration, chaque mois. On leur paye $1 million. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus revenir en arrière. Si un politicien trahit la mafia, ce politicien est éliminé. C'est soit l'argent, soit le plomb. En cette année d'élection, 175 hommes politiques mexicains ont été assassinés. Un record. Depuis 30 ans, tous les présidents mexicains ont affirmé faire la guerre aux narcos. Pourtant, les barons de la drogue ne cessent de prospérer. Ils affichent leur fortune jusque dans ce cimetière qui leur est réservé. Des tombeaux monumentaux à plusieurs millions de dollars, climatisés et protégés par des alarmes. Pour leur divertissement, les narcos ont même fait construire un circuit automobile en banlieue de Culiacán. Ils viennent jouer ici avec leur bolide tous les week-ends. Personne ne se revendique ouvertement narco, mais on aime jouer avec les mots. On s'amuse à défoncer nos bagnoles. Parce qu'on a les moyens. On est des sortes d'agriculteurs. Parce qu'elles sont quand même chères, ces voitures. Ouais, ça coûte une couille.
Ouais, je vais faire ma course, là. Ce circuit a été financé par le patron historique du cartel, El Chapo Guzmán, avant son arrestation. Ici, aucune voix n'ose critiquer le parrain des parrains. Il a toujours aidé ceux qui voulaient s'en sortir. Il a donné du travail à beaucoup de gens. J'ai jamais entendu dire que c'était quelqu'un de mauvais. Il a beaucoup aidé la population. L'extradition du chef du cartel il y a 1 an et demi provoque aujourd'hui une crise de succession. Le fils d'El Chapo, Iván Guzmán, s'oppose à son oncle, Aureliano Guzmán. Cette nouvelle guerre a éclaté pendant notre tournage à Tamarindo, un quartier contrôlé par l'oncle. 10 membres de sa faction ont été enlevés en pleine nuit à leur domicile, en particulier dans cette maison. Nous allons vite comprendre que la faction que nous filmons n'est pas étrangère à ces enlèvements. Le soir même, on nous conduit dans une nouvelle planque. Tout est clair? Nous retrouvons Padrino et 2 autres sicarios. Ils sont sur le pied de guerre. Faites pas trop de bruit, hein, il y a des voisins à côté. Ah là, on se tient prêt suite aux soucis qui viennent d'arriver. Quel genre de problème? C'est des problèmes dans la famille. La cause des embrouilles dans la famille, c'est toujours l'argent et la jalousie. C'est la raison pour laquelle on se fait la guerre aujourd'hui. Des problèmes dans la famille d'El Chapo? Cette question, en vérité, je suis pas autorisé à y répondre. Je suis ici pour exécuter les ordres et c'est tout. Je peux pas révéler pour qui je travaille exactement. Je peux juste vous dire qu'on a des problèmes. Padrino reçoit un appel de son chef. Quoi de neuf? Ça va? Comment ça se passe dans la planque? Bien, on se tient prêt. Quelles sont les consignes? Et le colis? Ouais, il est là-haut dans une chambre. Ça se passe bien? Oui, qu'est-ce qu'on doit en faire? Nous découvrons que Padrino détient un otage au premier étage de cette maison. Reste en alerte, surveille bien le colis et je te rappelle. Va vérifier là-haut que ce PD nous prépare pas une enculade. Padrino nous confie avoir participé à la série d'enlèvements de la veille. Je peux monter avec vous? Non, là, vous pouvez pas monter. L'otage, c'est un de nos ennemis. On nous a envoyés pour l'enlever. Il peut nous fournir beaucoup d'informations qui nous permettront de trouver les planques de tous nos ennemis. On pourra alors en enlever d'autres et en finir avec eux. Nous comprenons alors que Padrino appartient à la faction du fils d'El Chapo. Avant d'attaquer ses ennemis, le patron veut savoir où se cachent leurs hommes, leurs armes et leurs marchandises. Le patron va nous demander de l'interroger. S'il le faut, on peut le torturer. On peut le tabasser, le brûler, lui arracher les ongles, l'amputer, le fouetter, beaucoup de choses. Et vous n'avez jamais de remords? On se dit pas « Oh, qu'est-ce que j'ai fait ?» Non, c'est mon patron qui décide. Un ordre, c'est un ordre. Quand c'est décidé, c'est comme si c'était fait. Exactement. Putain, il y a une voiture qui arrive. Il se gare juste en face. Ah non, c'est bon, il m'a fait flipper, ce con. Vous êtes nerveux? Comment ça, on est nerveux? On peut pas faire ce boulot si on a peur. On n'est pas nerveux. À 22h, Padrino reçoit un nouvel ordre.
Je viens de recevoir un nouvel appel. On va sûrement se battre maintenant. Et on va très certainement faire parler les armes. C'est la guerre. S'il vous plaît, maintenant, on va vous demander de partir. Parce qu'il se peut que nos ennemis débarquent ici ou qu'on soit obligé d'évacuer rapidement. S'il vous plaît, arrêtez de filmer. En 3 mois, cette guerre intestine fera des dizaines de morts, jusqu'à ce que les deux chefs de clan ne finissent par trouver un accord. En 10 ans, le cycle de la violence au Mexique a fait près de 140 000 morts et 35 000 disparus, que certains cherchent toujours. Buscamos a nuestros hijos, señores, y nadie nos puede ayudar. Isabelle n'a jamais été aussi proche de retrouver le corps de son fils. Avec les autres mamans pisteuses, elle a obtenu une escorte pour accéder à ce terrain vague qu'elles veulent fouiller depuis des mois. Ici, les cadavres de 2 policiers ont été retrouvés il y a 1 an. Elle pense qu'il pourrait y en avoir d'autres. Au bout d'1 heure, une découverte bouleverse Isabelle. T'as vu, on dirait les lunettes de mon fils. On vient de trouver des lunettes et il se pourrait bien que ce soit les mêmes que celles de mon fils. On les a comparées avec celles de la photo. C'est un signe. C'est le signe que je suis proche de retrouver mon fils. Très, très proche. Je voudrais tellement que ce cauchemar s'arrête. Isabelle peut compter sur l'aide d'un chien dressé à la recherche de cadavres. Il a détecté une odeur. Il dit que c'est dans l'eau. Isabelle ne se pose pas de questions. Il faut fouiller la vase de la lagune avec des tamis. Rappelez-vous que les ossements peuvent ressembler aux racines et aux petits bouts de bois. Premier indice. Des os calcinés. Les tueurs ont donc brûlé les corps avant de jeter les restes dans la lagune. Allez les garçons, on sait que vous êtes là. Venez les enfants, sortez de votre cachette. Une balle. Courage, Julie, courage. Tu veux faire une pause? Non, je reste avec vous. Ramenez une autre pelle. Les tests ADN sur les os calcinés sont plus aléatoires. Il sera peut-être impossible de déterminer l'identité de la victime. Encore un autre. C'est une vertèbre. Je me rapproche. Les lunettes, c'était déjà un indice. Et maintenant, il y a une voix en moi qui me dit « Maman, ne pars pas, je suis là. » Allez, courage. C'est tellement horrible de les trouver dans cet endroit. Mais on doit continuer. On ne peut pas les abandonner ici. Voici la ville la plus dangereuse du monde. On compte ici jusqu'à 20 meurtres par jour. Ciudad Juárez, une cité rongée par le trafic de drogue et la guerre des cartels de la cocaïne. Dans les rues, à partir de 20h, il y a surtout des policiers. Patrouilles, barrages, les rares automobilistes qui circulent sont arrêtés et fouillés. On cherche des armes, de la drogue et des passeurs, qu'on appelle les coyotes. Et pourquoi vous êtes masqués?
Ce qui se passe, c'est que quand on interpelle des gens, des narcotrafiquants, ils nous identifient. Et j'ai de nombreux collègues qui ont été tués après leur travail. Des policiers qui craignent pour leur vie. 600 ont été tués l'an dernier, tombés sous les balles des narcotrafiquants. Ciudad Juárez est une ville frontière avec les États-Unis. C'est un point de passage pour l'exportation de cocaïne et d'armes. Des milliards de dollars sont en jeu. La police fédérale et même l'armée sont venus remplacer la police locale dépassée et surtout corrompue. Rien qu'en février, il y a eu 430 morts. 3 cartels ici se font la guerre pour contrôler le trafic. Quand ils tuent, chaque cartel a sa signature. Pour certains, c'est une tête de porc qui recouvre le visage du cadavre. Pour d'autres, c'est une victime qu'on décapite avant d'en exhiber la dépouille. Parfois, c'est plus simple, le message est écrit. Ceux-là sont morts parce qu'ils avaient parlé. 7 corps déposés devant les grilles du jardin d'une école. Chaque nuit, il y a des règlements de compte. Alors chaque nuit, les journalistes travaillent. Luis est photographe pour un site d'information sur Internet. Comme tous les journalistes de la ville, son quotidien, c'est la guerre, des fusillades, des morts et des blessés. Salut, il se passe rien? Ah si, ok, j'arrive. Louise vient d'apprendre qu'au moins un coup de feu a été tiré à quelques rues de là, en plein centre-ville. Ça y est, c'est là. L'ambulance, la patrouille. Voilà, c'est là, regarde. Vite, regarde, à droite, à droite. Toute la presse est déjà arrivée, avant même que la police ait eu le temps d'organiser un périmètre de sécurité. Dans la laverie, l'homme à terre vient de recevoir une balle dans la jambe. Une douille traîne même encore par terre. Allez, allez, vous partez. Allez. Une scène presque ordinaire. Se faire tirer dessus à Ciudad Juárez, c'est presque aussi banal que de se faire voler un téléphone portable en France. C'est ce jeune homme qui a appelé les policiers. Il a assisté à la scène en toute décontraction. C'est courant ici? Pour moi, oui. C'est normal? Oui, c'est très courant, ça ne me surprend même plus quand ça arrive. Les policiers ne viendront même pas l'interroger. Que s'est-il vraiment passé? On ne le saura jamais. À Ciudad Juárez, la police a d'autres priorités. Comme d'habitude, Luis a suivi les gyrophares. Cette fois, c'est un meurtre. La routine. On retrouve les collègues. Salut, ça va? Alors, tu me montres? C'est où? Qu'est-ce qui s'est passé, Luis? Ce qui se passe, c'est que là-bas, à l'intérieur, il y a un mort. On nous a dit qu'il avait la tête et les mains entourées de scotch. Selon la police, l'homme est mort étouffé par du scotch. Ses assassins lui ont ensuite tiré 2 balles dans la tête. Ici au Mexique, tout est filmé. Chaque opération de la police ou de l'armée est suivie par un caméraman officiel de l'administration. L'État veut montrer qu'il agit contre les cartels. Et comme à Hollywood, le film se termine le plus souvent par l'arrestation des méchants, les narcotrafiquants. Tous portent un surnom, le chat, le roi, le tueur de flics, le dessoudeur ou encore le tigre le voilà. Sa femme a été surnommée la reine du Pacifique.
L'État mexicain a déclaré la guerre à ces barons de la drogue. Pour les combattre, il a mobilisé 45 000 soldats. Ils vont mener leur guerre jusqu'au fin fond des campagnes. La lutte contre les cartels, au milieu des champs. Ce jour-là, une cinquantaine de soldats de l'armée de terre en patrouille. À sa tête, le lieutenant-colonel Ron, appareil GPS en main. Un avion militaire vient de lui signaler un champ de marijuana juste à côté. Vous pouvez imaginer qu'à côté d'une plantation de maïs, on puisse aussi trouver une plantation de marijuana? Et des champs comme celui-ci, les soldats en découvrent 4, les uns à côté des autres. En tout, 7 hectares de plantation, très bien cachés. Ils sont tous partis. Quand ils nous voient arriver, tout de suite ils fuient. Ils ont de gros moyens pour communiquer entre eux. Ils ont des appareils radio, des portables, des cellulaires. Ils étaient en train de manger. 1, 2, 3, 4. D'un côté, les plantations, de l'autre, le séchage. De la marijuana prête à être emballée. Pas de quoi impressionner les hommes du lieutenant-colonel Ron. C'est leur routine. Chaque jour, ils découvrent des quantités astronomiques de plants de coca ou de cannabis. Comme à chaque fois, tout sera brûlé. Et selon vous, c'est efficace? Oui, pour nous, c'est efficace. On brûle tout, et demain, on va recommencer, encore et encore et encore. Pour que le Mexique ne devienne pas une nouvelle Colombie, l'armée multiplie ses opérations. Mais l'adversaire est redoutable, ses moyens impressionnants. Voici les saisies de ces derniers mois. Des centaines d'avions confisqués aux narcos. Ils s'en servaient pour transporter la drogue. Un peu plus loin, leur 4x4, souvent blindés. Dans le lot, le lieutenant-colonel Ron nous montre un véhicule saisi la veille, une voiture transformée en tank. Ce truc-là, normalement, il est fermé. Il y a un système et ça s'ouvre. Vous allez voir comment ça s'ouvre. Un pare-choc anti-balles, un 4x4 plus puissant encore que les véhicules de l'armée. Et alors là, derrière, il y a un système pour mettre une arme, une mitrailleuse. Évidemment, tout ça, c'est blindé. Les armes, les soldats en ont saisi plus de 21 000 l'an dernier. Des kalachnikovs dorés et des revolvers bling-bling des narcotrafiquants. Des armes en or, avec crosse en diamant ou à l'effigie de leur marque préférée. Des armes, de la drogue, des meurtres et surtout des dollars. L'État mexicain estime à 15 milliards le chiffre d'affaires du narcotrafic. La guerre contre le crime organisé est loin d'être gagnée. À Ciudad Juárez, malgré les 10 000 policiers et militaires déployés, les affaires continuent, les meurtres aussi. À quelques centaines de mètres de la frontière américaine, côté mexicain, nous sommes conduits dans une planque du cartel de Juárez. J'espère qu'il va me répondre. Ce trafiquant de 25 ans commande une cellule spécialisée dans le passage de drogue aux États-Unis. Nous l'appellerons Marco. C'est le mec qui doit m'apporter la marchandise. Et une arme dont on aura besoin un peu plus tard. Pour communiquer, il utilise plusieurs téléphones et parle en langage codé. Allô? Je vais passer dans pas longtemps. J'attends plus que le 16 et je me mets en route.
Ok, à tout à l'heure. C'est bon, ils vont m'apporter le 16. Et c'est quoi le 16? C'est un code qu'on utilise pour désigner la drogue. Aujourd'hui, c'est de la cocaïne. L'idée, c'est d'aller jusqu'à Chicago, passer la frontière, livrer. Ensuite, je mets l'argent dans la voiture et je reviens avec jusqu'ici. Marco est rémunéré $10 000 par mois par le cartel, qu'il a choisi car il peut entrer légalement aux États-Unis grâce à sa double nationalité, mexicaine et américaine. Amenez le sac. La cocaïne est apportée ici depuis un entrepôt secret, au dernier moment. Ça, c'est le matos qu'on va passer. Ici, ça vaut $3 000 le paquet. Et chaque paquet pèse 350 grammes. Aux États-Unis, ils valent $10 000 chacun. Là, aujourd'hui, j'ai 15 paquets à passer. Ça fait à peu près 5,5 kg. Ça fait $150 000. C'est une grosse somme d'argent. La cam, on la planque ici, tout simplement. Une fois que tout est remis en place, on ne voit plus rien. On n'a pas besoin de trop planquer la cam. On a un complice qui va nous faire passer. Il sait très bien ce qu'on transporte. Et qui est cette personne qui vous aide? C'est un douanier américain. C'est lui qui va me donner le signal quand je vais arriver au poste frontière. Quand il prend son service, il m'indique l'heure de passage. Si jamais il y a un problème, il me prévient. Je m'arrête et je fais demi-tour. Je ne peux pas risquer de perdre la marchandise. Elle vaut plus que ma vie. Marco prétend que le cartel corrompt des douaniers américains pour passer la drogue à la frontière. Nous ne serons pas autorisés à filmer le passage de cette voiture. Les trafiquants craignent que notre caméra attire l'attention d'autres douaniers. Les 5 kilos de cocaïne seraient passés sans encombre, en plein jour, par l'un des 4 ponts qui relient Ciudad Juárez à El Paso, au Texas. Selon le trafiquant, le douanier complice lui aurait indiqué une heure précise pour éviter les rondes de la brigade canine. Il l'aurait ensuite guidé jusqu'à sa guérite, visé les passeports et laissé passer la voiture sans la fouiller. L'immense agglomération de Juárez est la principale porte d'entrée de la drogue aux États-Unis. La démarcation entre les deux pays, c'est le fleuve Rio Grande. Côté américain, un premier grillage, suivi d'un mur de 8 mètres de haut. Dans ce no man's land, truffé de caméras et de capteurs de mouvement, seuls les douaniers de la Border Patrol peuvent circuler pour arrêter trafiquants et clandestins. Pour la première fois, le cartel de Juárez a accepté qu'une caméra montre comment il se joue de cette frontière parmi les plus surveillées au monde. C'est l'un des chefs de l'organisation qui nous a ouvert les portes. Un prisonnier de ce centre pénitentiaire d'État qui purge ici une peine de 50 ans de prison pour le meurtre d'un policier. Ça te plaît ici pour l'interview? Regarde avec les grilles derrière, c'est bien, non? Le prisonnier semble ici très à l'aise. Il a même des codétenus à son service. Ici, c'est bien? Dans la cour de la prison, un gardien nous surveille à distance, sans écouter notre conversation, pour le moins surprenante. Pourquoi avez-vous accepté de nous laisser filmer les opérations de votre cellule du cartel de Juárez? Pour être reconnu.
Simplement pour qu'on nous connaisse. Moi, j'ai plus rien à perdre. Et on a tous un orgueil. C'est pour être connu par la société, par le monde entier. J'ai plus de 70 personnes qui distribuent la cam pour moi. Et j'ai toute la main-d'œuvre qu'il faut pour gérer mes affaires. Je ne peux pas te dire comment je commande depuis ici, précisément. Simplement, je fais savoir à mes hommes ce qu'il y a à faire. Et eux savent très bien comment faire passer la drogue aux États-Unis. Se jouer de la frontière et tout ça. Moi, j'adore ça. Ça me motive, ce job. Tu vois ce que je veux dire? Je fais 150 000 $ par semaine. Imagine par mois. Ça fait plus de 600 000 $. C'est de l'argent facile. Le cartel de Juarez serait dirigé par 12 chefs mafieux. Presque tous sont en détention, mais depuis leur prison, ils contrôleraient un territoire et des cellules de narcotrafiquants. Pendant 2 semaines, nous allons suivre l'une d'entre elles. Ce jour-là, nous sommes escortés en périphérie de la ville, tout près du mur. Ferme bien ton sac. Dans ce sac à dos, une cargaison de drogue que cet homme doit passer le soir même aux États-Unis. S'il se fait prendre, il risque 20 ans de prison. Là, il y a 2 kilos de cocaïne. Et là, 500 grammes d'héroïne. Valeur au prix de gros, 45 000 $. Moi, je gagne entre 300 et 500 $ par passage. Les passeurs, c'est le bas de l'échelle. Ils sont pilotés par des lieutenants du cartel. Ce sont nos chefs qui nous donnent le feu vert pour passer à l'action. Tant qu'on n'a pas reçu le signal, on ne bouge pas. Ce jour-là, le lieutenant, c'est Daniela. Elle répercute les ordres du chef que nous avons rencontré en prison. Je leur ai dit qu'on allait attendre avec eux. Faut pas rester ici. On part du côté du pont. Le passeur circule toujours à moto pour pouvoir prendre la fuite avec la drogue à tout moment en cas d'arrivée des forces de l'ordre mexicaines. Le passage doit s'effectuer à la nuit tombée à proximité du centre-ville, sur les rives du Rio Grande. Bon, je t'explique. Tout va se passer ici dans très peu de temps. Allez, dépêchez-vous, allez-y. L'opération va prendre plus d'1 heure. Le passeur traverse accompagné d'un acolyte qui va l'aider à franchir le premier grillage. En traversant le fleuve, ils pénètrent illégalement en territoire américain. Ils peuvent donc être interpellés à tout moment. Mais Daniela et ses 2 comparses auraient en fait un rendez-vous. Essaye de voir si tu reconnais le douanier de la dernière fois. Qu'est-ce que tu dis? Normalement, c'est le même douanier que la dernière fois. On le connaît. C'est un petit gars avec les cheveux en pétard. Soyez attentifs, ils vont passer là. Daniela prétend qu'un agent de la Border Patrol les attend à moins de 150 mètres. C'est les douaniers qui récupèrent la marchandise? Oui, parce qu'on les paye pour ça. Et vous les payez combien? 5 000 $ par semaine chacun. Et donc là, ils seraient à 150 mètres, c'est ça? Mais moins que ça. Regardez, on les voit d'ici. On va s'approcher pour que vous puissiez les voir. Regardez, la Border Patrol est juste là. Dans leur voiture, ils ont accès à toutes les vidéosurveillances. Ils savent très bien où on est. Quand il y a des migrants qui essayent de rentrer, immédiatement, ils débarquent avec des hélicoptères et tout ça.
Nous nous sommes déplacés pour filmer discrètement cette voiture au téléobjectif. Selon Daniela, cet agent de la Border Patrol est censé récupérer la drogue et visiblement, il observe les trafiquants aux jumelles. Ce que tu vois là, ça vaut tous les discours. On est là depuis un certain temps et personne ne vient nous arrêter. Ni la police mexicaine, ni la douane. Selon Daniela, le chef du cartel organiserait ces trafics en fonction des heures de service des douaniers américains de mèche. Daniela lui rapporte les détails de l'opération. Ils ne sont pas arrivés pour la marchandise. Quelques minutes plus tard, une fourgonnette de la Border Patrol passe sans s'arrêter. C'est le signal, selon Daniela. Ils font toujours le même tour. D'abord, ils passent pour voir que tout va bien et donnent le feu vert. C'est à ce moment-là que l'autre voiture va venir pour qu'il n'y ait pas de problème. C'est une autre voiture qui vient chercher la marchandise. Oui, la voiture qui va prendre la cam. Il est temps pour les deux passeurs d'escalader le grillage. Ils sont à découvert et Daniela n'est pas très discrète. Allez, aide-le à monter. Vite, vite. Mais bon sang, aide-le à monter. Mais c'est pas comme ça qu'on fait. Difficile d'imaginer que 150 mètres plus loin, le douanier n'a toujours rien vu. Les 2 kilos de cocaïne et les 500 grammes d'héroïne sont passés. Allez, on y va. Les deux passeurs retraversent tranquillement. Nous filmons dissimulés dans notre voiture et le douanier s'est rapproché. Donc c'est bien cette voiture qui va récupérer la marchandise. Oui, on a terminé le boulot, nous. Je vais leur indiquer que c'est bon et on va devoir y aller. Parce qu'ils vous ont vu et ils ne veulent pas s'approcher. Daniela donne le signal et nous ordonne de partir. On nous expliquera le lendemain que ce douanier aurait bien récupéré la drogue avant de la remettre à un trafiquant d'El Paso. Un mode opératoire parfaitement connu des autorités américaines. Les affaires de narco-douaniers font régulièrement la une des journaux télévisés. L'agent de la Border Patrol, Joel Luna, a été condamné à 20 ans de prison. L'affaire Joel Luna est l'une des plus emblématiques. Cet officier de la Border Patrol a reconnu avoir passé de la drogue pendant 6 ans pour le compte des cartels mexicains. Lors de la perquisition à son domicile, les enquêteurs découvrent 90 000 $, 1 kilo de cocaïne, de l'héroïne et des armes. Le cas Joel Luna est loin d'être isolé. Un douanier américain est arrêté chaque mois pour des faits de corruption. Dans ce document, publié par une ONG, tous les cas de corruption dans la Border Patrol depuis 2004. 210 affaires au total. Trafic de marijuana, cocaïne, méthamphétamine. Du simple garde-frontière aux officiers superviseurs. La Border Patrol est l'agence fédérale la plus corrompue du pays. Et malgré nos demandes répétées, son service de presse n'a pas souhaité répondre à nos questions. Côté mexicain, le cartel de Juárez aurait acheté des dizaines de policiers municipaux pour garantir son impunité. Mais même avec la complicité des forces de l'ordre locales, les passages de drogue peuvent très mal tourner et nous allons en faire l'expérience.
Ce soir-là, un chef de cellule nous conduit chez une de ses complices. El Flaco, comme on le surnomme, doit faire passer une grosse cargaison, 30 kilos au total. Il nous présente un petit échantillon. C'est de la cocaïne. C'est déjà pesé, mais je teste toujours le matos pour être sûr de la qualité. Et ça, c'est du cristal. Ça se fume avec une pipe. Le cristal, une drogue de synthèse qui fait des ravages aux États-Unis. Il y a aussi de l'héroïne. Le reste de la cargaison sera acheminé à la frontière à la dernière minute. Bon, on y va maintenant. On va à la frontière et on va attendre le feu vert pour passer la marchandise de l'autre côté. Allez, on y va. À nouveau, nous sommes conduits sur les rives du Rio Grande, au même endroit que la dernière fois. El Flaco rejoint 3 complices. Bon, ça va? Tout est calme? Oui, c'est bon. Pour rejoindre la frontière, ils prennent tout simplement l'autoroute à contresens. Puis traversent le terre-plein central, en toute décontraction. Attends, il y en a une qui va passer. Allez, vas-y. Tu vois ces portes là-bas? Au moment de passer, elles vont s'ouvrir. Et comment vous les ouvrez? C'est un officier américain qui va l'ouvrir. Un agent de la Border Patrol? Exactement. Les trafiquants se pensent à l'abri de la police municipale qu'ils ont en partie corrompue, mais un autre service, la police d'État, serait, elle, sur leurs talons, en particulier ce soir. Quoi? Comment ça? Mais ils sont de quel côté? Putain de sa mère. Il se passe quelque chose, bordel. Putain. Mais elle est de quel côté, cette opération? Quel service? L'agence d'investigation? Les mecs, en voiture. Allez, allez, barrez-vous. Venez, nous on passe par en bas. Venez. Mais nous on doit vous suivre là? Mais oui, venez avec moi. Maniez-vous. Pour éviter de se faire prendre ensemble, le groupe se sépare en deux. El Flaco contacte son chef. On part se planquer, patron. Non, non, ils n'ont pas livré la marchandise. Allez, maniez-vous. L'autre partie de l'équipe nous récupère 500 mètres plus loin. Allez, montez, montez. Accrochez-vous. Tout va bien, les gars? Faut qu'on retourne à la planque. Mais qui vous a prévenu de cette opération? C'est les indices que nous avons dans la police. Ils nous informent quand il y a des opérations. Les flics venaient pour nous. Quelqu'un nous a balancé, les gars. Ils sont venus pour nous et ils savaient exactement où on était. Quelqu'un nous a vendus. Le détail et l'horaire du passage de drogue n'étaient connus que par quelques membres de son équipe. Putain de sa mère.
Ce soir-là, un dénommé El Zorro aurait annulé sa participation à la dernière minute. El Flaco l'appelle, il le soupçonne d'être la taupe. Allô? C'est quoi ce bordel, mec? Mais comment ils ont pu savoir? Mon cul, ouais. Quelqu'un nous a balancé. Ils savaient exactement où on était. Si un addict m'avait pas averti, on serait dans une sacrée merde. Putain, tu racontes que des conneries. Hé, mec, appelle les commandos et dis-leur d'aller chercher El Zorro. C'est cet enculé qui nous a balancé. C'est sûr que c'est lui. Mais si, on sait que c'est toi. T'es le seul qui savait. On t'a tout expliqué cet après-midi. T'as pas intérêt à bouger de chez toi. On va venir te chercher et si tu bouges, je te jure, on va buter toute ta putain de famille. C'était qui au téléphone, là? C'était El Zorro, c'est lui qui nous a balancé. On a fini par s'en rendre compte, on a fait notre enquête. Nos indices nous ont aussi confirmé que c'était lui la balance. Mais vous en êtes sûr? On va le choper et on va le faire disparaître. On sait qu'il bosse avec le cartel de Sinaloa. Allez, on se barre, les gars. Le cartel de Sinaloa, c'est le grand rival du cartel de Juarez. Depuis 2 ans, il tente de prendre le contrôle de la ville et de ses points de passage vers les États-Unis. Pour y parvenir, les mafieux du Sinaloa auraient même acheté la complicité de la police d'État. Dès le lendemain, El Flaco mène la vendetta contre la police et le cartel de Sinaloa. Le cartel de Sinaloa a placé des hommes à la tête du commandement de la police d'État. Donc nous, en représailles, on a enlevé des officiers de la police d'État. Ce sont des hauts gradés qui détiennent beaucoup d'informations. Donc on les a enlevés pour les interroger et leur faire cracher ce qu'ils savent. Oui, monsieur. Apparemment, le policier qu'il séquestre ne veut pas parler. Considérez que c'est déjà fait, monsieur. Vous aurez l'information ce soir. El Flaco répercute les ordres de son chef, sans état d'âme. Allô, Juanito? Bon, on a reçu l'ordre d'enlever son épouse pour que le flic se mette à parler. Tu prends les 2 flingues et tu pars m'enlever sa femme. On a eu l'information qu'elle allait à la salle de sport. Appelle les indiques pour qu'ils surveillent et dès qu'elle arrive, tu me l'enlèves. Tu me l'emmènes à la planque avec son mari. Quand il va voir sa femme, je te garantis qu'il va cracher le morceau. J'ai besoin de savoir où sont leurs planques. Je veux savoir qui sont les officiers qui protègent le cartel du Sinaloa. Je veux savoir qui ils sont. Je veux leur nom, leur domicile et leur adresse. Je veux tout savoir, et même ce qu'ils bouffent, ces connards. Débrouille-toi pour m'obtenir ces informations. C'est un ordre qui vient directement du patron. Mais l'épouse, elle n'a rien à voir dans cette histoire. Oui, exactement. Elle est innocente. Mais pourquoi s'en prendre à des innocents? On doit l'enlever, ce sont nos ordres. Même si on se salit les mains, il faut bien qu'on utilise les atouts qu'on a. On va enlever son épouse, et s'il ne veut pas parler, on va couper les doigts de sa femme les uns après les autres, jusqu'à ce qu'il parle. À cet instant, nous sommes extrêmement mal à l'aise et démunis face à une situation que les narcos contrôlent totalement. Et je peux pas t'en dire plus. Parce que sinon, mes patrons, ils vont pas te laisser la vie sauve. Si jamais tu en sais trop, tu vois ce que je veux dire. La menace est à prendre au sérieux.
L'an dernier, 9 journalistes ont été exécutés par les cartels mexicains. Quant aux policiers, ils sont 24 à avoir été assassinés en 2018, rien qu'à Ciudad Juárez. Les commissariats de la ville sont régulièrement mitraillés et dans les rues, le sang de la vendetta coule quotidiennement. 3 à 10 meurtres par jour pendant notre tournage. Ce jour-là, à 9 h du matin, un jeune de 17 ans est tué d'une balle en pleine tête à 100 mètres de chez lui. Oh Dios, escúchame, regrésamelo, malditos perros, porque a él lo han matado porque venían, regrésamelo. Oh Dios, él era mucho. À 18 h, un homme de 35 ans est tué devant sa porte de 3 balles. 21 h, un autre est exécuté dans la boutique d'une station-service. Dans plus de 9 cas sur 10, ces crimes restent impunis. La justice ici, elle n'existe pas. Les flics, ils ramassent les douilles, puis c'est tout. Il n'y a jamais d'enquête. Ils classent l'affaire et puis ils oublient. Cette nuit-là se termine par un massacre à l'arme automatique dans une salle de billard du centre-ville. Les 5 victimes seraient des hommes du cartel de Sinaloa, abattus par El Flaco en personne et son fils de 17 ans, déjà tueur à gages pour le cartel. El Flaco aurait localisé ses ennemis grâce aux informations extorquées à l'otage policier et sa femme. Il est défoncé à l'héroïne et n'éprouve aucun remords. Exterminé dans un billard. Ça, c'est nous qui l'avons fait. On a eu l'info que 5 membres du cartel de Sinaloa y étaient. Nos chefs nous ont donné l'ordre d'aller les flinguer. C'est mon fils et 3 de ses potes qui sont entrés d'un côté et moi de l'autre. Et on les a butés, tous les 5. Pour nous journalistes, impossible de dénoncer ces crimes dans l'immédiat, sans risquer nos propres vies. Dans cette ville, où les autorités sont elles-mêmes infiltrées. Quoi qu'il en dise, le procureur de Juárez et chef de la police d'État n'est peut-être pas impartial dans la guerre des cartels. Avant, il y avait effectivement un pacte de non-agression entre les organisations criminelles et le gouvernement. Donc ils n'agressaient pas les policiers et en contrepartie, ils n'étaient pas poursuivis dans leurs activités criminelles. Mais depuis 2 ans que je suis arrivé aux responsabilités, il n'y a plus aucun compromis ni accord avec le crime organisé. Mais il semblerait que votre administration soit dans une guerre ouverte avec le cartel de Juárez, précisément. Ce cartel en particulier a une réaction très vive aux enquêtes et aux opérations de la police. Ils ont attaqué les forces de l'ordre. C'est donc contre ce cartel que nous concentrons nos efforts. Les autres organisations, elles, n'ont pas réagi de la même façon. Et donc aujourd'hui, il n'y a aucun accord entre la police d'État et le cartel de Sinaloa. Il n'y a aucun accord. Nous les attaquons de la même manière. L'offensive du cartel de Sinaloa à Ciudad Juárez, c'est le dernier coup de force d'une organisation tentaculaire qui ne cesse d'étendre son influence. Sur plus de 1200 km, soit la moitié de la frontière, toutes les villes adossées au mur sont tombées sous son contrôle, comme Nogales, 20 000 habitants. La mafia du Sinaloa est organisée comme une multinationale, avec des centaines de cellules indépendantes, comme celle de Sergio, 20 ans de trafic sous la cagoule.
Chaque cellule a une spécialité dans ce cartel. Nous, on ne trafique aucune autre drogue que la marijuana. On peut faire passer 100 kilos d'un coup, parfois plus. Ça dépend de la commande qui nous est passée par nos contacts aux États-Unis. On expédie à la demande. Sergio commande une cellule de 15 hommes. Il assure 2 à 3 passages par semaine. Ce jour-là, il doit acheminer une 50aine de kilos d'herbe. Vous êtes prêts, les gars? Prêt, chef. On va y aller. Ouvrez un sac pour leur montrer la marchandise. Valeur de la cargaison, $50 000. Regardez. C'est de la super qualité. De la pure weed pour les Amerlocs. Ici, elle vaut $500 le kilo. Et de l'autre côté de la frontière, elle passe à $1,200. Même si 9 États américains en ont autorisé l'usage récréatif, la marijuana légale reste beaucoup plus chère que l'herbe de contrebande mexicaine. Bon allez, en route. Mais qu'est-ce que tu fous, toi? Tu devrais déjà être prêt. Regarde comme tu galères, là. Il faut que tu sois plus vif, mon gars. C'est la première fois que vous faites ça? Oui, c'est ma première fois. Pourquoi vous le faites? Pour l'argent. Pour essayer de m'en sortir. Mais arrête de trembler, mon gars. Tremble pas, il va rien t'arriver. Chacune des 3 mules est payée $1 000 à $1 500 par passage, selon son expérience. Un gamin de 15 ans porte l'euro, car pour atteindre la frontière, ils vont devoir marcher pendant 6 heures. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on fasse gaffe, là. On va attendre un petit peu. Les trafiquants contactent leurs guetteurs postés sur le chemin. Ils surveillent les mouvements de l'armée mexicaine que le cartel a plus de mal à corrompre que la police. Comment c'est sur le terrain devant? Tout va bien? Ok, compris. Les militaires seraient à quelques centaines de mètres. Quatre heures plus tard, nous arrivons en vue de la frontière américaine. Je surveille la frontière pour voir s'il y a des flics. Une fois là-bas, on va escalader le mur. Et de l'autre côté, quelqu'un va venir récupérer la cam au point de rendez-vous. Nous ne sommes pas autorisés à approcher plus près. Le cartel souhaite garder le lieu de livraison secret. L'an dernier, 217 tonnes de drogue ont été saisies à la frontière. Une petite partie des quantités astronomiques qui passeraient sous les radars. Tant que l'argent des cartels pourra corrompre policiers et douaniers des deux pays, difficile d'imaginer que le nouveau mur anti-drogue et anti-migrants voulu par Donald Trump puisse véritablement mettre un terme au narcotrafic. Dans l'un des quartiers populaires de Port-au-Prince, au bout de ce dédale de ruelles, Jénine, 28 ans, mère de 2 enfants, est sous le choc. Son mari a été enlevé il y a 48 heures.
J'ai très peur pour mon mari. Ils peuvent le tuer. Je n'ai que lui. Les enfants sont encore petits. La famille habite ce minuscule 2 pièces. Son mari, Pouchon, 34 ans, est chauffeur de taxi-moto. Elle, vendeuse de rue. Moi, j'étais au marché de Marin où je travaille. Il m'a dit qu'il allait récupérer sa carte d'identité à Croix-des-Bouquets. Je lui ai dit OK et il est parti. Il portait un t-shirt blanc. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Quelques heures plus tard, une tante a reçu un coup de téléphone. On lui a demandé « Ton neveu travaille à Carrefour Marin ? Il est chauffeur de taxi-moto ?» Elle a répondu « Oui ». Ils lui ont dit « Ton neveu est entre nos mains ». Là, la tante a dit « Qu'est-ce que je dois faire ?» Ils ont dit « Si tu veux récupérer ton neveu, tu dois venir avec 100 000 $. Et tu as jusqu'à samedi pour le faire. Sinon, vous ne le verrez plus. » 100 000 $, soit 80 000 €. Une somme faramineuse pour cette famille qui gagne au mieux 40 € par jour. Les kidnappeurs ont laissé à la jeune femme 72 heures pour réunir l'argent. Depuis quelques mois, Port-au-Prince est devenu Kidnapping City. Dans la capitale d'Haïti, les enlèvements sont quotidiens, jusqu'à 20 par jour. Et personne n'est épargné. Il y a quelques mois, c'était ce pasteur. Alors qu'il célèbre une messe retransmise en direct sur les réseaux sociaux, des hommes armés font irruption. Sortez d'ici. Allons-y. Le pasteur et 3 de ses fidèles sont emmenés manu militari. Ils seront libérés une semaine plus tard, moyennant le versement d'une rançon. Parfois, ces expéditions virent à la tragédie. En plein jour, en centre-ville, un commando de 6 hommes s'attaque à cette voiture et en extrait l'occupant, un médecin. L'homme résiste, il est abattu. Derrière ces rapts, des gangs. Il y en aurait une centaine dans tout le pays. Ils utilisent l'argent des rançons pour financer leur guerre de territoire. Au milieu, des habitants pris en tenaille. Les gens qui sont en bas utilisent... Vas-y, demande-lui des armes à feu. Qui est-ce qui tire sur qui? Sous nous ici, sous les gens qui habitent ici. Un pays en plein chaos, où les forces de l'ordre sont totalement dépassées. On a pris le char de la police. Et où, en juillet dernier, un commando armé a même exécuté Jovenel Moïse, le président de la République. Plongé à Port-au-Prince, l'une des capitales les plus dangereuses au monde, où le simple fait de marcher dans la rue est devenu un exercice à haut risque. Parmi les centaines de personnes kidnappées depuis le début de l'année, un Français, le père Michel Briand. Il a été libéré il y a 15 jours. C'est la deuxième messe qu'il célèbre depuis son enlèvement. C'est nous contents, ouais. Alors, Ce Breton, installé en Haïti depuis 35 ans, a passé 20 jours séquestré par un groupe armé avec 9 autres personnes. Amaigri de 6 kilos, le père Michel garde pourtant la foi. Ma petite côté mes lames tourner la cale. Non, ça va jamais venir dans l'esprit. Toujours vérité en Haïti.
Là où est mon monde, ou bien vous voulez vivre avec mon nom tout le temps. Le gang qui l'a enlevé, le voici, avec son chef, en représentation devant des journalistes. Comme tous les leaders de bandes armées, il porte un nom de guerre. Moi-même, je m'appelle la mort sans jour. Je n'ai peur de rien. Je ne suis pas là pour plaisanter et j'assume tout ce que je fais. Son groupe, appelé 400 Mawozo, est l'un des plus importants et redoutés du pays. Entre verres de rhum et armes lourdes, démonstration de force. Le kidnapping s'est produit alors que le père Michel accompagnait un autre prêtre jusqu'à sa paroisse dans une ville voisine. Dans la voiture avec lui, une religieuse française également installée à Port-au-Prince, sœur Agnès, encore pimpante à 80 ans. Très vite, ils sont montés sur le marchepied, aussi comme nous avons vu, le marchepied des voitures. Donc on roulait tout doucement parce que c'était des tout petits sentiers, mais avec des 4 gens armés. Vous comprenez ce qui se passe? Ah, moi j'ai compris. Je ne sais pas si... À un moment, tu m'as dit, ben, on est kidnappés. Oui, ah bah oui. Oui, parce qu'elle était en face de moi dans la voiture. Oui, moi, je me demandais ce qui se passe. Ah si, moi j'ai compris immédiatement à quelle sauce on allait être mangé. Moi, je vous dis franchement, j'ai vu un feu un petit peu plus loin. Alors, j'ai dit, ça y est, ils vont nous tuer, puis ils vont nous brûler dans... Ils vont tous nous brûler. C'était ça. Ah oui. Hein? Et puis alors, j'entendais des coups de pioche aussi. Puis je dis à quelqu'un, même c'est toi, je crois, je dis, j'ai entendu des coups de pioche, ils vont nous faire une fosse commune, là. Les deux missionnaires affichent une étonnante décontraction. Ils ont pourtant vécu l'enfer. Le chef du gang comprend tout de suite le profit qu'il peut tirer de ces otages occidentaux. Aussitôt après l'enlèvement, il fixe le montant de la rançon. Il a pris contact avec notre supérieur régional ici et il lui a dit très clairement, s'il veut nous retrouver en vie, voilà la somme qu'il faut verser. Débrouille-toi le plus rapidement possible. Bon. Et la somme, c'est... Pardon? Et la somme, c'est d'1 million de dollars américains. Ça, vous l'entendez le dire Oui, il l'a dit devant nous. Les otages dorment d'abord dehors, puis sont ballottés de maison en maison. Les derniers jours, ils ne reçoivent même plus de nourriture. Ils sont finalement libérés grâce au versement d'une rançon, dont le montant est tenu secret. Mais quand personne dans l'entourage n'est capable de payer, les kidnappeurs n'ont souvent aucune pitié. Nadège ne nous a pas donné rendez-vous chez elle, mais dans un hôtel de Port-au-Prince. Par peur des représailles, elle ne veut pas qu'on la reconnaisse. Il y a 2 mois, l'enlèvement de sa fille Olsmina, 5 ans, a tourné au drame. Ma fille jouait avec 2 autres enfants, plus petits qu'elle. Pendant qu'elle jouait, je regardais dehors. Au bout d'un moment, j'entends le bruit d'une moto. Et puis j'entends un autre bruit. Je me dis, pourquoi est-ce que ma fille crie comme ça? Je veux savoir ce qui se passe. Et je la vois entre les mains de 2 hommes. Ils mettent ma fille sur la moto pour l'emmener. Celui qui était derrière avait une arme à la main. J'ai essayé d'attraper le guidon de la moto, mais il a pointé son arme sur moi. 4 jours plus tard, les ravisseurs l'appellent et lui réclament 4 000 $ pour libérer sa fille. Nadège en gagne au mieux 7 par jour en vendant des pistaches dans la rue. Je me suis dit, oh mon Dieu, je n'ai pas le moindre sou. Et on me demande 4 000 $. Je dis au ravisseur, j'ai pas cet argent, je vends des pistaches. Il m'a répondu, tu n'as pas cet argent?
Eh bien, tu vas voir ce qui va se passer. C'était un dimanche. J'étais en train de faire le ménage. J'entends monsieur qui dit « On a retrouvé un enfant sous un pont ». Je sors voir ce qu'il se passe et quand j'arrive, je vois ma fille. Il l'avait tuée. Faute d'avoir touché la rançon, le gang a mis sa menace à exécution. La fillette est retrouvée étranglée, une corde autour du cou. Nadège n'a même pas de quoi payer les funérailles. Elle doit faire appel aux dons sur une radio pour faire inhumer sa fille. Elle a déposé plainte à la police judiciaire, mais n'a jamais eu aucune nouvelle. Personne n'est à l'abri à Kidnapping City. Et seuls les riches peuvent déployer les grands moyens pour éviter les enlèvements. Voiture blindée, garde du corps. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Martin Booth est l'un des hommes les plus puissants et les plus fortunés de Port-au-Prince, mais aussi l'un des mieux protégés. À 47 ans, ce Belge naturalisé haïtien dirige le premier opérateur télécom du pays. Désormais, il se déplace dans ce 4x4, habituellement utilisé dans les zones de guerre comme l'Afghanistan. Cette voiture, c'est une voiture blindage B6. B6, ça veut dire quoi? C'est que, pour donner une idée, les fenêtres sont plus ou moins épaisses comme ça. C'est des voitures qui résistent à des armes de guerre, en fait. Le code opératoire de beaucoup de kidnapping, surtout des gangs professionnels, c'est ils immobilisent un véhicule. C'est pas forcément targeté, si je vois ce que je veux dire. Ils immobilisent un véhicule qui a l'air de plus ou moins en bon état. Ils essayent de sortir les victimes en déant les 60 secondes. S'ils n'arrivent pas à sortir des victimes en déant les 60 secondes, leur mot d'ordre, c'est de tuer les victimes. La voiture est aussi équipée d'un tracker et suivie en permanence par une patrouille privée, prête à intervenir en cas d'agression. Pour limiter encore les risques d'enlèvement, le PDG a pris une décision radicale. Il a renoncé à vivre dans la villa luxueuse qu'il habitait sur les hauteurs de Port-au-Prince. Ça fait quand même drôle de retourner, ça fait quelques mois que je suis pas... Bon, un peu plus quoi, 1 an que je suis pas venu. Et la raison que j'aimais bien, c'était cette vue justement, cette maison. J'avais une vue qui est très pratique aussi parce qu'on voit les quartiers chauds de la ville aussi. Donc le matin, quand on se lève et qu'on voit des fumées noires, on sait que les caoutchoucs brûlent, comme on dit ici, et que la journée va être chaude. Une villa de rêve, mais à 20 minutes de trajet du centre-ville. Autant de déplacements que Martin Booth veut désormais éviter. Sa nouvelle maison, au cœur de la capitale, une suite dans l'un des hôtels les plus sécurisés. C'est pas très grand, hein. J'ai mon petit salon ici, j'ai ma chambre ici qui est très confortable. Et puis j'ai une chambre qui est à côté que je peux utiliser comme chambre d'amis ou comme bureau ou comme autre chose si jamais j'ai de la visite qui arrive, quoi. Martin Booth vit seul en Haïti. En 2012, il a préféré que ses enfants s'installent à Miami, aux États-Unis, à 2 heures d'avion de Port-au-Prince. Il les rejoint une semaine sur 2. Sa compagne réside elle aussi en Floride. Hey babe, how are you? Bien, et toi? Excellent, and I'm just finishing. Martin fait tout pour la rassurer. I'm going to be taking the plane, I think, in about an hour and a half. Just going to finish packing, I'll be there. It's been another long week, man. Crazy week. Est-ce que parfois vous avez peur pour Martin? Pour Martine? Pas vraiment. Non, je ne suis pas inquiète. Je pense qu'il est bien protégé et qu'il y a des gens qui l'aident pour ça. Ok, thank you. Désormais, il n'a que quelques mètres à faire pour rejoindre son bureau.
Bonjour, chef. Le siège de la société de télécom qu'il dirige est situé dans la tour à côté de l'hôtel. Au 4e étage... Bonjour tout le monde, vous allez bien? Bonjour, bonjour. Un bureau stratégique. La cellule de crise. Voyez en forme? Comment ça va? Ça va très bien. Pas trop. Aux côtés de Martin Bout, Gérard Laborde, un Français présent en Haïti depuis plus de 30 ans. Le monsieur sécurité de la société. En charge de la protection du personnel et des 1500 antennes relais de l'entreprise qui sont elles aussi la cible des gangs. Vous pouvez voir ici sur cette cartographie la position de tous nos sites. Lorsque c'est vert, ça veut dire que tout va bien. Et lorsque vous avez un petit triangle rouge, ça veut dire qu'il y a un problème. Nous faisons face à une situation de crise quasi permanente. C'est comme une pieuvre, ça s'étend. Et il faut savoir que dans ces zones-là, on ne peut pas intervenir la nuit. C'est complètement hors de question. On ne va pas exposer nos équipes. Et d'ailleurs, on ne pouvait pas. Et je veux dire, et la journée, on doit prendre des précautions. Ce jour-là, justement, le gang auto-baptisé, les chiens méchants, exerce un chantage en leur interdisant l'accès à une installation. On veut remplacer une antenne qui est en mauvais état, une antenne temporaire qu'on avait mis après un ouragan qui est en mauvais état, par une nouvelle antenne. Et le petit leader de gang du quartier nous réclame la construction d'un terrain de foot ou un terrain de sport, sinon il ne nous laisse pas faire. Ça vous est arrivé de payer des gangs? Non. Non, mais ce qu'on fait, c'est qu'on peut regarder les projets communautaires, des latrines. Souvent, la Fondation Digicel, par exemple, a construit 185, à travers le pays maintenant. C'est des belles écoles. Donc, tous ces différents liens communautaires nous aident quelque part à souvent trouver des accords simplement à l'amiable. On évite à tout prix de rentrer dans une logique de paiement de gang parce que ça ne s'en finit pas et puis ça stimule le phénomène. Ne pas payer les gangs, mais acheter une forme de paix sociale. Six jours après l'enlèvement de son mari, nous retrouvons Jénine chez elle. Elle n'a toujours pas trouvé de solution pour rassembler la rançon et se trouve dans un état d'extrême faiblesse. Je me sens à peine capable de marcher parce que mon mari me manque. Et vous n'avez pas mangé depuis quand? Depuis mardi. Depuis le kidnapping, elle se rend presque tous les jours chez la tante de son mari. C'est elle qui est en contact avec les ravisseurs. Elle habite à 2 km et gère cette petite échoppe. Les kidnappeurs appartiennent au groupe 400 Mawozo, celui qui a enlevé les religieux français. La tante a eu le réflexe de conserver certains de ses échanges avec le gang. Je te préviens, je vais me débarrasser de lui. Tu ne veux plus le garder? Essayons de négocier pour le libérer. Il dit qu'il a une femme et des enfants. Oui, il a une femme et des enfants. Écoute, je vais te dire, si tu refuses de donner l'argent, on va lui couper la tête et balancer son corps. Tu vas voir ce qui va se passer. Mais mon ami, c'est un jeune homme comme toi. Tu peux pas dire que tu vas lui couper la tête et jeter son corps. Depuis plusieurs jours, la tante négocie. Elle a réussi à faire baisser la rançon de 100 000 à 40 000 $. Mais elle parle en dollars haïtiens, dont la valeur est 20 fois moins élevée que le dollar américain. Lors de son dernier échange avec le ravisseur, elle s'est rendue compte qu'il y avait un quiproquo. Tu me demandes 40 000 maintenant, mon ami? Il faut que je vende tout ce que j'ai, que je sollicite d'autres personnes pour réunir une telle somme. Tu veux vendre quoi? Moi, je te parle de dollars américains. Tu te fous de ma gueule? Ah, c'est des dollars américains, chef? Va te faire voir. Oh, mon ami, t'as pas besoin de m'insulter. Il faut qu'on se parle. Il a raccroché. Il insiste sur 40 000 $.
Moi, je lui dis simplement que je n'ai pas cette somme. Depuis, il ne me rappelle plus. La famille n'a aucun moyen de contacter les ravisseurs. Ils appellent en numéro masqué. Quant à la police, elle s'est contentée d'enregistrer la plainte et n'interviendra pas. Jénine est condamnée à attendre que le gang se manifeste. Impossible de savoir précisément combien le business de l'enlèvement représente. Probablement plusieurs millions de dollars par an. Une manne qui enrichit les chefs de gang et leur permet d'asseoir leur pouvoir sur des quartiers entiers. Comme ici, à Grand Ravine, un des secteurs les plus pauvres sur les hauteurs de la capitale. Nous nous y rendons sous bonne escorte, accompagnés de contacts locaux. Ici, l'État a disparu. Le commissariat est abandonné. Ses occupants ont été chassés par le gang et leurs armes pillées. Nous avons rendez-vous avec le chef du groupe armé, qui la joue décontractée, conduisant exceptionnellement lui-même son 4x4. Est-ce que la voiture est blindée? Oui, c'est blindé. C'est pour ça que je peux vous faire monter. Il se surnomme Tilapli, petite pluie en français. Il ne se déplace jamais sans son escorte d'une dizaine d'hommes. Est-ce que les gens ont peur de vous? Non, personne n'a peur de moi ici. Je suis là pour les aider. Je ne fais rien pour qu'on ait peur de moi. Vous voyez, là, c'est quelqu'un qui m'arrête pour me demander de l'argent. Oh, tout à l'heure, je t'envoie quelque chose. À qui tu vas le donner? Faut bien dire de me le remettre à moi. Je t'aime beaucoup, mon chef. T'inquiète pas, je gère. Je lève les bras et t'arrêtes la voiture. T'es un père pour moi. J'ai rien mangé depuis ce matin. T'inquiète. Je t'envoie ça tout à l'heure, personnellement. Est-ce que je peux t'attendre? Oui, tu peux m'attendre ici. Ok, chef. À vos ordres. Une population achetée à coups d'enveloppes de billets. Et des hommes de main, pour la plupart originaires du quartier, payés et armés par le chef. Est-ce que c'est un bon patron? Oui, à 100%. Lui, c'est toute ma vie. Il me nourrit, m'habille, la scolarité de mes enfants. Il fait tout pour moi. Ma femme est enceinte, il prend tout en charge. Tilapli est lui-même né à Grand Ravine. Entre Che Guevara et Robin des Bois, il prétend voler aux riches pour redistribuer aux pauvres. Un seigneur de guerre qui tient à nous montrer qu'il est aussi un bâtisseur. Au cœur de son fief, ce chantier commencé il y a 8 mois, où s'active une trentaine d'ouvriers sous un soleil de plomb. Je vous paye trop cher. Vous refusez de travailler. Je vais diminuer les salaires. Hein. Tu peux nous apporter un peu d'eau, patron? Et l'argent que je vous donne, c'est pas suffisant? Vas-y, rapporte-moi la monnaie, d'ailleurs. C'est un hôpital que nous sommes en train de construire. On a fait le premier étage, et au-dessus, on veut mettre une école. Elle pourrait aller jusqu'à la fin du primaire. C'est une idée qu'on a proposée. On en a une autre, c'est de faire une cantine pour les enfants uniquement, le matin, quand les enfants vont à l'école. Autant de services publics qui devraient être assurés par l'État et le sont aujourd'hui par les gangs. Tilapli prétend avoir décrété une trêve des kidnappings. Mais il assume les enlèvements passés.
On a juste voulu construire l'hôpital. Le kidnapping, c'était un moyen pour construire l'hôpital. Nous, on sait qu'il y a des gens haut placés au sein de l'État qui ont des gros moyens. Ce sont eux qu'on cible. On leur demande de partager ce qu'ils ont pour des activités sociales. C'est pas du kidnapping. Ceux qui font du kidnapping, ce sont ceux qui bandent les yeux aux gens, les battent, les tuent. C'est ça le kidnapping. Si on connaît des gens qui gagnent beaucoup d'argent, on leur demande de partager. C'est tout. L'homme a le sens de l'euphémisme. Il y a 6 mois encore, son gang pratiquait des enlèvements d'une violence extrême. Comme peut en témoigner le propriétaire de cette société de loterie, un homme d'affaires qui emploie 250 personnes. Wolf Hall, 42 ans, issu d'une famille aisée, c'est ici qu'on gère tous les billets de loto, a été kidnappé en octobre 2020 par Till à plier ses hommes. Il a passé 8 jours dans les geôles du gang, qui réclamait $1 million pour le libérer. Un cauchemar. On m'a ligoté, on m'a menotté les bras derrière. Ils m'ont forcé à joindre les pieds et les mains jusqu'à ce que les liens soient très tendus. On m'a laissé comme ça. Près de 3-4 fois. 3-4 fois, j'ai perdu connaissance. Respiration, douleur, souffrance. Pour eux, c'était rien. Au contraire, ils s'amusaient à brûler du plastique et à le faire fondre sur ma peau. C'était une manœuvre qu'ils utilisaient pour que quand j'avais ma famille au téléphone, elles soient incitées à négocier le plus vite possible. Inciter à négocier le plus vite que possible. Wolf Hall a été libéré contre une grosse rançon dont il refuse de donner le montant. Pour l'ex-otage, le traumatisme est toujours là. Et à chaque minute, quand j'écoute les infos, quand j'entends de nouveaux cas de kidnapping, 5 dans la journée, 10, c'est dur. Je ne peux plus travailler comme avant. Tout a changé. À l'autre bout de la ville, heureux épilogue. Pouchon, le mari de Jénine, vient d'être libéré. Il retrouve son épouse et ses enfants. Jénine a réussi à convaincre les ravisseurs d'accepter la seule somme qu'elle a pu réunir, grâce à quelques emprunts et une avance d'une amie, en tout 500 €. On va sortir. Descends du lit. Jusqu'à la dernière minute, Jénine a eu peur de ne pas revoir son mari. Pour remettre la rançon, les ravisseurs lui ont donné rendez-vous dans un autre quartier que le sien, en pleine nuit, en la guidant par téléphone. Et soudain, une voiture freine brusquement devant moi. Au même moment, je me fais pipi dessus. Ils descendent les vitres, je vois qu'ils portent tous des cagoules. Ils allongent la main, je remets l'argent, ils l'attrapent et ils me disent « Pars d'ici tout de suite ». Le chauffeur de taxi-moto a été séquestré pendant 9 jours avec 3 autres otages. Il n'a pas été tenu informé des négociations de sa famille avec le gang. Je ne savais pas que j'allais être libéré. J'étais sur le point de m'endormir. Les ravisseurs m'appellent et disent « Où est Pouchon ? Habille-toi, tu vas rentrer chez toi. » Après ça, on m'a pris, mis dans une voiture. On est parti. On m'a bandé les yeux. Ils m'ont déposé dans le quartier Santo à minuit. Ils m'ont jeté de la voiture par terre. Je n'ai même pas eu le temps de mettre mes chaussures. Après, j'ai couru dans la rue. Malgré le bonheur des retrouvailles, le couple est encore sous le choc.
il a décidé de quitter l'enfer de Port-au-Prince pendant quelques jours pour se rendre à la campagne chez des proches. Au revoir. Allez, on y va! Dans les mois qui viennent, ils espèrent se réfugier en République dominicaine. Ces derniers mois, plusieurs dizaines de milliers d'Haïtiens ont fui le pays.